pour décliner les moindres décisions et actions du gouvernement, de l'administration, afin que nul n'ignore quoi que ce soit sur la marche générale de l'État. Il ne suffit pas de bien faire, il faut le dire, il faut le faire savoir, disait un célèbre homme politique. Le professeur Alpha Condé appelle à la gouvernance vertueuse, avec comme qualité et valeur cardinale la vertu, l'éthique, l'intégrité, la compétence, le civisme dans l'espace public et l'administration au service exclusif du citoyen, du plus illustre au plus modeste. Le ministère du Budget a enregistré des acquis ces derniers temps pour l'amélioration des services publics, de la mise en place du guichet unique du commerce extérieur jusqu'au télépaiement des impôts en passant par l'interconnexion des régies financières avec la Banque centrale. Des réformes à renforcer avec l'annonce de nouveaux outils de contrôle budgétaire afin d'élargir l'assiette fiscale. Explication Mamadi Gassama. Parmi les objectifs assignés au ministère du Budget, la mobilisation et la sécurisation des recettes occupent une place de choix. La réussite de cette ambition nécessite la mise en place des barrières sécuritaires, d'où l'instauration du numéro d'identification fiscale permanent aux impôts, l'interconnexion des régies financières avec la Banque centrale à travers un système RGTS, le guichet unique du commerce extérieur et le télépaiement des impôts. La nouveauté cette année, nous allons mettre en place un comité d'évaluation pour le suivi de l'exécution des contrats de performance et des objectifs assignés aux régies. Certes, il est important de mobiliser les ressources, mais il ne sert à rien de mobiliser les ressources si nous ne mettons pas l'accent sur la qualification des dépenses publiques. Dans les prochaines semaines, nous allons définir les grandes orientations de la nouvelle stratégie de qualification et de mobilisation de la dépense publique. Les défis sont nombreux et le ministère du Budget entend les relever. Pour y arriver, il compte sur l'accompagnement de tous les cadres du département. Nous sommes en début de la 4e République. Cela signifie qu'on est sur un nouveau départ, dont le slogan est de gouverner autrement, lancé par son Excellence le Président de la République. Cette année 2021, notre slogan au ministère du Budget sera tolérance zéro. Mieux l'économie se porte bien, mieux la croissance soutenue va apporter à la population en termes de partage du fruit de la croissance. En termes de prévision, la Direction nationale des impôts compte mobiliser cette année 9 000 milliards. Quant à l'administration douanière, elle table autour de 10 000 milliards de francs guinéens. Fini la mission de la responsable de l'OIM en Guinée. Après 25 ans de service dans la lutte contre l'immigration clandestine, Fatou Diallo Ndiaye s'envole pour la Norvège où l'appel d'autres fonctions. Le gouvernement salue ses efforts à travers une cérémonie de reconnaissance. Mohamed De Camara, reportage. La chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations a été au cœur de la lutte contre les migrations irrégulières ces 4 dernières années en Guinée. Fatou Diallo Ndiaye, en fin de mission, était sur tous les fronts. Entre 2016 et 2020, grâce à son leadership, plus de 20 000 migrants guinéens ont bénéficié d'un retour volontaire au bercail. 5 000 parmi eux sont réinsérés à travers la mise en place de 2165 projets en leur faveur. Ces résultats appréciables ne laissent pas le gouvernement guinéen indifférent. Il rend un hommage mérité à cet ami de la Guinée. La présente cérémonie est organisée pour exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit de Mme Ndiaye Fatou Diallo à l'occasion de son départ de notre pays. Qu'elle reçoive ici l'expression de notre gratitude. Ses proches collaborateurs, les anciens migrants, les personnalités guinéennes ont tour à tour magnifié le travail abattu par Fatou durant son passage à la tête de l'OIM en Guinée. Cela fait 4 ans, 5 mois, 5 jours aujourd'hui que je suis retournée en Guinée. Mais quand je suis venue, j'étais tellement désespérée, je n'avais plus d'espoir. Grâce à Fatou m'a fait confiance. Elle m'a appris comment travailler au sein d'une institution. Et j'ai trouvé des capacités guinéennes et des capacités au niveau du staff international. On s'est tous mis ensemble et on a développé
tout en se disant que les priorités de l'État sont nos priorités d'abord, et en accompagnant ces ministères, on allait atteindre nos objectifs de façon très pertinente. Le gouvernement guinéen, représenté par le ministre des Affaires étrangères à cette cérémonie, a dit toute sa satisfaction à l'endroit de cette dame exemplaire avant d'égrener quelques acquis à mettre à son actif. J'affirme au nom du gouvernement que votre séjour en République de Guinée a été une opportunité pour de nombreuses familles et communautés affectées par la migration irrégulière de retrouver le sourire et l'équilibre social et économique tant souhaité. Quelques activités phares réalisées par la mission OIM de Guinée. Il s'agit entre autres de l'élaboration et de la validation des documents de profil et de politique nationale migratoire qui seront sous peu soumis à l'approbation du gouvernement, la mise en place et l'équipement d'un observatoire guinéen des migrations. Avant de s'envoler pour la Norvège, pour la même fonction, Fatou Diallo Ndiaye, désormais considéré en Guinée comme l'ami des candidats à la migration dans notre pays. C'est une première à Cancan. L'ASCAD va lancer le recrutement de la première promotion de stagiaires. Pour cette phase pilote, l'Agence du service civique d'action pour le développement va recruter des jeunes volontaires pour une formation qualifiante. La cérémonie de lancement avec Fodé Bangal Fofana. Après l'inauguration au mois de septembre dernier de ce centre régional de l'Agence du service civique d'action pour le développement ASCAD, ici à Cancan, l'heure est au recrutement de la première promotion de ce centre régional de Cancan. Il s'agit de recruter des jeunes volontaires. Les élèves chez nous, on les appelle des volontaires stagiaires qui souhaitent bénéficier d'une formation qualifiante dans les filières de formation préalablement retenues. Actuellement, nous avons retenu 3 filières de formation pour un premier temps. Maintenant, avec les études de faisabilité qu'on est en train de mettre en œuvre avec l'appui de l'AFD, on va développer d'autres filières de formation. Les 3 filières retenues pour un premier temps pour cette phase pilote, c'est l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. C'est dans la capitale Conakry que cette structure a développé ses capacités depuis sa création. Pour la première fois qu'elle vient à l'intérieur, c'est à Cancan, la capitale régionale, qu'elle fait appel à tous les jeunes des 5 préfectures de la région. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que ceux qui prennent leur métier au sérieux, ils en bénéficient. Il n'y a que ceux qui pensent que Dieu va régler tous les problèmes, même si on ne travaille pas. Et eux, ils sont perdants. Dieu est pour tout le monde. Mais celui qui prend du sérieux, il l'aide beaucoup mieux. Les jeunes retenus sont pris en charge entièrement en termes de logement, de nourriture et de santé à 100%, cela suivant les directives et la vision du chef de l'État. Au moment où le combat s'intensifie dans la lutte contre les mutilations génitales féminines, en Guinée, l'excision continue à faire des victimes. Comment freiner le phénomène? La question est au cœur d'une conférence débat à l'université de Nzérékoré. Les étudiants s'engagent aussi à mener le combat à travers des séries de sensibilisation. Lancé Kamisoko, RTG Nzérékoré. C'est une conférence débat sur les mutilations génitales féminines qui annonce les couleurs de la 18e édition de la Journée internationale contre les MGF dans la ville de Nzérékoré. Dans cet amphithéâtre, étudiants, autorités religieuses et coutumières, ainsi que les défenseurs des droits de la femme, échangent sur le mécanisme d'un engagement collectif pour l'abandon systématique de la pratique dans notre pays. Le défi, c'est que la population n'est pas totalement engagée pour accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est pour cela que nous sollicitons plutôt qu'il y ait une implication effective, non seulement des chefs de quartier, des chefs de carré, des maires et les autorités à tous les niveaux. Ça veut dire que tout le monde doit être engagé dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ces échanges ont permis aux participants d'avoir une perception claire des mutilations génitales féminines, ce qui fait d'eux dorénavant des activistes contre ce fléau en Guinée. Suivant aussi les études, nous avons constaté que 39% de la pratique est faite par soit un personnel de santé ou alors dans les structures sanitaires. Et c'est pourquoi nous avons ciblé aujourd'hui les étudiants des écoles de santé, les étudiants de l'université, qui sont aussi cette couche jeune, qui sont les futurs parents
des filles qui sont à risque. Avec les efforts du gouvernement guinéen et ses partenaires, on constate une légère baisse du taux de mutilation génitale féminine. Il passe de 96,9% en 2012 à 94,5% selon le dernier rapport d'études démographiques et de santé publié en 2018. À présent, un détour du côté de Sangaredi où l'autonomisation des jeunes connaît une avancée significative. Le projet Integra vient d'offrir des machines à coudre pour booster l'apprentissage des filles dans la couture professionnelle. L'objectif est de les aider à qualifier leur métier et pouvoir bénéficier des retombées de la production minière à travers l'application du contenu local. Mohamed Alpha Baldi. À une dizaine de kilomètres de Sangaredi, le village de Belikinde est sa nouvelle cité. Dans cette zone minière, la formation des jeunes, surtout la couche féminine, s'élargit de façon progressive. Pour faire vivre le principe du contenu local, la qualification de la main-d'œuvre à la base est un impératif. La formation professionnelle en couture prend forme dans la contrée. Une trentaine de machines, des tables, des armoires et autres accessoires sont offerts à la localité et un programme de formation de plusieurs jeunes filles est envisagé. On a des machines piqueuses actuellement, c'est ce qu'on appelle en pédale pour l'instant parce qu'il n'y a pas de courant par ici. Et pour l'instant, les machines piqueuses et puis on l'avait doté aussi avec des machines cirejeteuses pour la finition. Et on l'a doté aussi en même temps une machine zigzagueuse qu'on appelle ici NVI, c'est-à-dire pour faire encore d'autres finitions, par exemple qu'on appelle la bourdonneuse. Très contente. Parce que ce qu'ils ont fait pour nous, ça c'est trop. Depuis l'année passée, ils ont beaucoup travaillé pour nous. Le don est de l'Union européenne à travers le projet Integra ITC avec un accompagnement de GAC et la Société financière internationale AFC. Ce nouveau programme permettra à bon nombre de bénéficiaires d'acquérir des compétences leur permettant de satisfaire une clientèle parfois très exigeante. Il y aura 60 jeunes filles qui seront formées dans la couture pour produire réellement des masques, continuer à produire des masques dans le cadre de la riposte sur le Covid-19 et aussi se professionnaliser pour produire réellement des habits et vendre ces produits sur le marché local. Valoriser le contenu local est notre réel souci dans la mise en œuvre du programme Integra, ce qui aboutira bien sûr à une création d'emplois pour ces jeunes qui seront autonomes. À Bofa, l'incubateur Walietebe mis en place par Integra fonctionne à plein temps. Ce matin, des modules d'entretien d'embauche sont enseignés, mais ici, grâce aux différentes formations, certains jeunes sont déjà leurs propres patrons. Aujourd'hui, grâce à Integra et par la grâce de Dieu, nous avons un marché de rénovation de l'ancien poste de Bofa et en même temps, nous avons postulé dans certaines entreprises minières ici. Le projet Integra compte favoriser et améliorer la création d'emplois à travers diverses formations, comme pour dire qu'il n'y a jamais un marché saturé pour un bon produit. Bientôt de l'Internet dans nos communautés rurales. Le projet fait du chemin. Une conférence de sensibilisation des décideurs travaille sur la réglementation des réseaux communautaires. Il s'agit de faire un plaidoyer en faveur des populations rurales pour l'accès à l'Internet, l'implantation du réseau dans les villages et communautés. Moussa Bangora. Internet pour tous. Je m'engage pour les réseaux communautaires. C'est la toile de fond de cette conférence de sensibilisation des décideurs sur la réglementation des réseaux communautaires en Guinée. Par visioconférence, des experts de quelques pays africains ont expliqué le modèle de réussite dans leur pays et l'avantage du désenclavement numérique. Les réseaux communautaires, c'est un ensemble d'infrastructures connectées ou reliées entre elles et qui permettent aux membres d'une communauté de bénéficier des services des technologies de l'information et de la communication. Alors, ils permettent ces réseaux communautaires de désenclaver de manière numérique les communautés qui ne sont pas couvertes par les réseaux des opérateurs parce que, estimant ces opérateurs que ces communautés sont dans des zones qui ne sont pas économiquement viables. Le but est de faciliter l'Internet aux populations dans les zones rurales. Avec cette démarche, cette structure veut attirer l'attention des régulateurs
pour mettre en place une réglementation qui autorise l'installation des réseaux communautaires. Nous voulons implémenter des réseaux communautaires en Guinée, des réseaux développés par les communautés, pour les communautés et gérés par les communautés. Nous avons remarqué que cela faisait un peu défaut. Nous vivons dans un monde de réseaux aujourd'hui, donc c'est une nécessité pour la société aujourd'hui de s'intéresser aux réseaux. Donc nous demandons aux législateurs de prendre en compte pour que vraiment les bénéficiaires aussi aujourd'hui de ce réseau. Les prochains jours, un comité consultatif sera mis en place pour proposer des pistes de solutions au ministère des Télécoms et à l'Assemblée nationale pour la validation de ce projet de lutte contre la fracture numérique. En déplacement, le ministre de la Santé s'est rendu dans la préfecture de Koya. Une double mission pour le médecin Rémi Lama. D'abord, visiter le site prévu pour la construction du nouvel Institut national de santé publique. Ensuite, évaluer les conditions de prise en charge des patients à l'hôpital préfectoral de Koya. Ça, à Maratolno, compte rendu. Le ministre de la Santé, en compagnie des autorités préfectorales de Koya, sur le site devant abriter le nouvel Institut national de santé publique. Financé par le Japon à hauteur de 23 millions de dollars américains, l'établissement devrait permettre aux chercheurs guinéens de faire face à d'éventuels cas d'épidémie à travers un diagnostic fiable. Ce qui est prévu, c'est la construction du laboratoire national de santé publique d'abord, qui comprend tous les départements ou toutes les unités, l'hématologie, la biochimie, la parasitologie, de nombreux laboratoires de biologie moléculaire qui permettent d'avoir des capacités beaucoup plus grandes que celles que nous avons actuellement pour répondre à des épidémies. Et il est également prévu d'autres types de laboratoires de surveillance, ou en tout cas de contrôle de qualité de tout ce que nous consommons, les aliments, les médicaments, l'eau, l'air. Alors que les ingénieurs s'activent à lancer les travaux, certains particuliers commencent à occuper ces sites situés au quartier Kakulimaya. Cela en dépit de toutes les mises en garde des autorités. Ce site qui a été acheté par le département de la santé depuis 2006, avec tous les documents à l'appui jusqu'au titre foncier, et pendant que nous avons déjà signé la première partie de la convention qui permet aux experts japonais de faire les va-et-vient pour le démarrage du processus de construction de cet institut, des individus se réclament propriété des lieux et se permettent, chaque fois que les gens viennent pour les travaux, ils les menacent bien avec des machettes pour les chasser sur le site. Tout ce qui est d'utilité publique est non négociable. Donc je vais veiller à partir d'aujourd'hui à ce que le site soit sécurisé. D'ici, la mission s'est rendue à l'hôpital préfectoral de Koya. Le médecin général Rémi Lama est venu évaluer l'environnement de travail et les conditions de prise en charge des patients. Le constat n'est pas bien, c'est ça la vérité. Les locaux sont malpropres. J'ai vu dans les cabines d'hospitalisation où on peut trouver dans un lit de malade des visiteurs, 3, 4 autour du malade. Or, ce ne sont pas les heures de visite. Les toilettes malpropres. Je leur ai dit, il est question que je revienne la prochaine fois. C'est le remarque que j'ai faite, je veux trouver un changement. Cette visite du ministre de la Santé va se poursuivre dans les autres structures sanitaires du pays. Objectif, pousser le corps médical à offrir des soins de qualité à la population. Un mot de religion dans cette édition, c'est une bonne nouvelle pour l'Église catholique de Guinée. La première femme moine guinéenne a été consacrée au monastère de Friguiagbé. Sœur Marie-Bénédicte a prononcé ses vœux devant l'archevêque en présence de plusieurs témoins. Bernard Tonguino. Elle s'engage à se consacrer définitivement au service de l'Église par la vie monastique. Sœur Marie-Bénédicte devient ainsi la première religieuse guinéenne à prononcer ses vœux monastiques définitifs. L'événement est solennel et rassemble de nombreux fidèles, religieux et religieuses du diocèse de Conakry et d'autres pays. Frères et sœurs, c'est donc un événement heureux qui nous réunit ce matin. Un événement heureux qui nous conduit à rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits.
lui qui continue d'appeler des hommes et des femmes à la sainteté et au service de son évangile. Un événement heureux qui rassemble dans l'action de grâce les religieux et les religieuses de notre diocèse, les jeunes filles de notre pays. Que Dieu continue d'appeler. Prions donc pour qu'elles soient nombreuses à répondre à l'appel de Dieu. Comme le préconise la tradition de l'Église, pendant le rite des consécrations, la candidate à la vie monastique répond par la profession monastique en prononçant les vœux de stabilité, de conversion et d'obéissance. Un engagement signifié par une charte écrite et signée sur l'autel. L'assemblée de prière invoque les saints de l'Église pour leur confier la nouvelle moniale. Je rends grâce à Dieu pour ce que nous venons de vivre. Ce jour solennel n'est pas le but final de mon parcours, non, mais plutôt le début d'une vie nouvelle. C'est le commencement de mon chemin de conversion à la suite du Christ, afin de vivre pleinement mon baptême. Que le Seigneur vous bénisse. Après cette consécration, Sœur Marie-Bénédicte entre désormais dans la grande famille des moniales de la congrégation bénédictine. Une communauté de religieuses retranchées depuis 25 ans dans le monastère de Frigabé, en perpétuel recueillement et prière pour le bien-être de l'Église et de toute l'humanité. Et puis, le ministère des Sports informe la population de Guinée, précisément celle de Conakry, qu'une grandiose réception sera réservée à nos vaillants joueurs du CILI local demain lundi 8 février 2021 à partir de 13h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Elle sera suivie d'une parade de l'aéroport à Sékou-Touréa où ils seront reçus par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le ministère des Sports compte sur la mobilisation de tous pour réserver à nos vaillants footballeurs un accueil digne de leur prouesse. Signé Sanoussi Bantamasso. Sport foot encore, la société Al Bayrak annonce l'organisation d'un tournoi de détection. La compétition regroupera 16 clubs au stade de la mission. Pour annoncer les couleurs du tournoi, des équipements sont distribués aux participants. Gibril Kamara. Ces équipements sportifs sont composés des maillots, des chaussures et des sacs à dos. Ils ont été distribués ce samedi au stade du 28 septembre de Conakry aux 16 clubs venus des 5 communes de la capitale. 320 jeunes dont l'âge varie entre 14 et 16 ans sont concernés par cette première phase de ce tournoi de détection. 20 jeunes talents seront retenus pour former une académie d'élite. En fait, notre objectif, c'est de pouvoir donner une chance aux jeunes qui ne sont dans aucun club. Nous avons voulu donner une chance aux jeunes qui sont dans aucun club. Donc c'est vraiment pour aider les jeunes, les tout jeunes de 14-16 ans, leur donner de l'espoir, du courage. Et puis voilà, il y a une grosse société qui pense à eux, donc aux jeunes de Guinée. C'est une bonne initiative de la part de M. le Salamso, qui l'a pris au moins auprès de la société Al-Moubaraka, qui est au moins l'auteur de cette organisation. C'est une société qui veut encore agrandir au moins le football guinéen en place. Ce projet sportif renforce la coopération existante entre la Guinée et la Turquie, qui comptent unir leurs forces pour le développement des sports en Guinée. Nous avons des projets au niveau du département. Ces projets qui vous feront connaître beaucoup plus à l'intérieur du pays. Nous allons prendre contact avec vous, travailler sur ces différents domaines. Ce tournoi de détection se jouera du 10 au 21 février 2021 au stade de la mission de Kaloum. Les joueurs qui seront retenus intégreront l'académie Al Bayrak pour un encadrement conséquent. Objectif, former une équipe pour jouer en Ligue 1. Au dire des initiateurs, des sessions de stage seront accordées aux académiciens dans des clubs en Turquie.
Le football, sport passion, il offre aussi des opportunités aux jeunes d'accomplir tous les caprices des membres de leur famille. Le jeune Morlaye Sylla, 10 du Sili local, pétri du talent, est sur cette voie. 4 fois homme du match lors du CHAN, l'enfant de Corenty est aujourd'hui l'espoir du Sili et de tout un peuple d'ailleurs. Dans le grand format de ce soir, notre reporter Fodé Camara revient sur les différentes péripéties de cette ascension fulgurante. Suivez. Dans la presqu'île de Kaloum, au cœur du quartier Corenty, le secteur de Jalbar est un secteur des stars. Cette ruelle des espoirs de Corenty a vu naître et grandir le jeune Morlaye Sylla, un artiste du Curon, une fierté nationale célébrée par tout le secteur de Jalbar. Aujourd'hui, à cause de l'immense talent de son fils et des opportunités qui pointent à l'horizon, Abdoulaye Sylla, matelot de profession, attise la convoitise des voisins. Pourtant, tout au début, le père de Morlaye Sylla nourrissait d'autres ambitions pour son garçon. Des ambitions qui étaient très loin du football. Au début, je ne voulais pas que Morlaye joue au football. Je voudrais qu'il étudie, qu'il me dépasse. Mais grâce à la détermination de son coach, Sana, aujourd'hui policier, Morlaye a pu poursuivre son rêve de footballeur. Ntamuama eka balon bombo kenu sa balon bombo ma awolim man eka balon bombo eka karang na ma inquiétude nanaki na febring ngolim ma he balon bombo ma ibare ni sa balon fere eka balon bombo eka karang eka balon bombo. À l'image des murs de la maison familiale, pavoisés de photos telles des reliques, plus d'objections à la passion pour le football du jeune Morlaye Sylla. Son père, ses frères et sœurs et même sa mère, tout le monde est conquis. Premièrement, je remercie les populations guinéennes. Deuxièmement, j'exhorte mon garçon à redoubler d'ardeur. Morlaye, il m'aime et il m'obéit. Je ne peux que prier pour lui. Morlaye, Moudouwa ou Nanabamabe, Anafe Narangoma, Alaganaguma Sabe, Amoura Minamuti, Moubore Tegi, Dunia Mouto, Alagama Dunia. Lors du CHAN Cameroun 2020, le jeune Morlaye Sylla a brillé de mille feux. Selon les observateurs, l'enfant de Corenty est l'espoir du Sili. Aujourd'hui, il a toutes les chances d'être le meilleur joueur du CHAN Cameroun 2020. Déjà dans son palmarès au CHAN, Morlaye a déjà raflé 4 fois le titre de Man of the Match, l'homme du match. Pour les témoins de son ascension fulgurante, rien d'étonnant. Pour moi, ce n'est pas étonnant parce que c'est un enfant qui est trop patient, il croit en Dieu, il est courageux. Donc, il avait jugé nécessaire de me dire, mon grand, je serai quelqu'un demain. Tout simplement, je vais lui dire, il n'a qu'à doubler l'effort. Plus que ça, parce que voilà la famille, voilà tout le monde, voilà notre pays en question. Tout le monde parle de moi là. Ce n'est pas étonnant. C'est grâce à la bénédiction de son père et sa maman, parce que le petit laisse tout en faveur de son père. Aujourd'hui, sociétaire du Orea Athletic Club, le régulateur, le moteur du Sili local, a franchi les paliers sans brûler les étapes. Après une phase d'affûtage au niveau des académies informelles de Kaloum, Morlaye Sylla a joué pour le Fellow Star et le Coq de Koya, l'actuel Sor Academy. Son parcours est aussi marqué par une escale au Portugal. Mais impossible de parler de Morlaye Sylla sans se retourner 5 ans en arrière. En 2015, il se révèle à la Coupe du Monde avec le Sili national cadet par un but mémorable face au Brésil. De là, le petit s'est fait remarquer, s'est fait distinguer. C'est pourquoi il a appartenu à toutes les sélections, aux effectifs de
toutes les sélections de 2015 à 2021, équipe junior, équipe cadette, équipe junior, équipe espoir, équipe locale, équipe nationale Sili A. Et aujourd'hui, si nous le voyons en train de produire, en tout cas du beau jeu, je pense que ce n'est pas du tout un fait au hasard, c'est compte tenu de son engagement, de sa détermination de faire le ballon comme son ami qui fait aujourd'hui qu'il est à ce niveau. Meneur buteur, Morlaye Sylla est l'un des meilleurs poulains du coach Kamfori Lapé Bangoura. Aujourd'hui, le grand défi des amis, parents et encadreurs est de continuer à trouver l'adéquation entre le potentiel incontestable et la gestion de carrière. Une alchimie qui devrait permettre à ces jeunes pétris de talent de continuer à faire rêver toute une nation. Bonne chance au champion Morlaye Sylla dans cette carrière qui s'annonce prometteuse. Nous allons revenir sur ce communiqué avant de boucler cette édition. Le ministère des Sports informe la population de Guinée, précisément celle de Conakry, qu'une grandiose réception sera réservée à nos vaillants joueurs du Sili local demain, lundi 8 février 2021, à partir de 13h à l'aéroport international de Bessia, Conakry. Elle sera suivie d'une parade de l'aéroport à Sékou Touréa où ils seront reçus par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le ministère des Sports s'est compté sur la mobilisation de tous pour réserver à nos vaillants footballeurs un accueil digne de leur prouesse. Signé Sanoussi Bantamasso. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de cette édition. Prenez soin de vous et à très vite.